autochtones et d'autres alloctones. Ce sont des matériaux qui sont arrivés sur place à travers les nappes de charriage. C'est une zone trop complexée géologiquement, une zone trop faillée, d'où on a les versants trop raides qui sont dus spécialement à l'activité structurelle de cette zone. C'est une zone aussi où l'Oued Ouarra a pu exploiter pour creuser son lit. Donc nous sommes devant un bassin structural et non un bassin creusé par l'Oued Ouarra. Topographiquement, d'après la carte exothermique qui est devant nous, on remarque que la longueur de l'oued est trop faible par rapport aux altitudes. Et cette situation permet l'écoulement, facilite beaucoup l'écoulement à l'intérieur de ce bassin et par conséquent aussi facilite l'ablation et l'enlèvement par rapport à l'accumulation. Cette dynamique est accentuée aussi dans le Ouarra par la dominance des pentes trop raides qui dépassent généralement les pentes qui dépassent 40 degrés représentent presque 75% des pentes dans cette zone. C'est une zone dans le côté climatique qui est caractérisée aussi par une irrégularité de la pluviométrie tout au long des années. Une irrégularité spatiale et une irrégularité temporelle. Une irrégularité spatiale dont on observe par rapport aux moyens enregistrés dans les stations qui ont fait l'objet de l'étude. Donc, les stations qui se trouvent dans des altitudes plus élevées, ce sont les stations les plus arrosées. On remarque aussi sur cette période d'année étudiée depuis 1990 jusqu'à 2013, une irrégularité annuelle qui caractérise généralement le climat méditerranéen. Et le diagramme endothermique de Gossen montre que l'existence de deux périodes dans l'année, une période humide et une période sèche. La première s'étale depuis octobre jusqu'à mai et après la deuxième période sèche prend le relais. Ces caractéristiques d'irrégularité dans les moyens des précipitations, on les trouve aussi dans les variations interannuelles des débits des deux stations qui ont été l'objet de l'étude, la station de Bab Gondar et la station de Ain Aïcha. On observe clairement qu'il y a une irrégularité des débits. Cette irrégularité est généralement encadrée par l'irrégularité des précipitations dans cette zone. On remarque que les débits commencent à progresser à partir du mois de septembre. Ils atteignent leur maximum au mois de janvier et février, puis on enregistre un minimum au mois d'août. Ici, ce paragraphe, ce figure montre la simultanéité du régime, la simultanéité de l'âme des eaux la lame des eaux des précipitations et la lame d'eau écoulée. Donc, il y a une simultanéité, ce qui montre que le régime hydrique dépend totalement du régime des précipitations, des régimes pluvial. Donc, le régime hydraulique peut être considéré comme un régime pluvial caractérisé par l'abondance pluviale à très fort débit hivernaux. Cette situation des débits, des très fortes débits hivernaux se traduit sur terrain par des inondations. Sur le Ouarra, lorsqu'on voit que le Ouarra, cette carte montre la superficie concernée par ces inondations, surtout dans le Ouarra, entre la superficie entre la zone de Tasso et la zone de Bléolite. Donc, ces inondations ont des impacts, surtout les impacts humains. Là, on distingue des populations qui sont exposées généralement à l'événement. Ça concerne généralement la population qui habite dans les zones touchées par les eaux. On trouve aussi celles qui sont concernées par l'événement. Ce sont des populations qui résident dans des zones menacées, surtout
dans les versants. On trouve aussi les personnes non résidentes mais qui sont concernées par les inondations, sont les personnes qui travaillent dans ces zones, dans les écoles et dans les établissements accès publics. Et puis on a les impacts sur l'habitat. Les dommages à l'habitat sur le collectif ou individuel constituent l'exemple le plus flagrant dans cette zone. Pourquoi? Parce que dans cette zone, l'habitation généralement est construite avec des matériaux précaires dont on ne respecte pas les règles antisismiques des constructions. C'est pourquoi la première des choses qui sont touchées par les inondations, ce sont les habitants. Donc on a aussi un impact sur la santé publique, parce que la stagnation des eaux de pluie à la surface du sol pendant une longue durée provoque la prolifération des agents pathogènes vecteurs des maladies hydriques. Il s'agit notamment du paludisme, de la diarrhée, des affections dermatologiques cutanées et des infections gastro-intestinales. Il y a beaucoup de détails concernant cet impact, surtout dans un rapport qui a touché ce sujet, mais je l'ai justement résumé en ces lignes justement. Donc, généralement, le phénomène des inondations dans cette zone touche les zones les plus peuplées et les zones les plus exploitées par les êtres humains. De ce fait, l'impact est là des résultats vraiment néfastes dans cette zone. On trouve encore les impacts liés aux activités agricoles. Les impacts des inondations sur la production agricole sont généralement la perte des produits ou la perte des récoltes. On trouve les zones touchées par cet impact, les sièges des exploitations, où on trouve les matériels à usage agricole, ou les productions, surtout les surfaces cultivées, les types de culture, les types d'élevage et les tailles des chapelles. Aussi, on trouve l'impact des inondations sur tout ce qui est équipement. Et le terme d'équipement ici est utilisé pour désigner l'ensemble des installations fournissant un service aux habitants, soit les écoles, les centres de santé ou les routes, surtout les routes. L'image devant nous montre l'impact des inondations au début sur les routes dans ces zones. Et lorsque les routes sont touchées par les inondations, toute la zone reste isolée au minimum pendant 3 à 4 jours de tout le monde. Donc on a aussi l'impact environnemental. Pourquoi? Parce que le bassin versant du Loira se distingue par la diversité de ses caractéristiques orographiques, géologiques et climatiques. L'impact touche généralement le Loira parce qu'il est distingué par l'existence ou la dominance des roches tendres et imperméables. De ce fait, il y a le développement de certaines formes d'érosion qui atteignent dans certaines places, dans certaines régions, une phase irréversible. Ça veut dire que nous sommes devant déjà des zones rouges, des zones qui se développent par des formes d'érosion très avancées comme les badlands. Pourquoi? Parce que lors des inondations, le Loira touche spécialement aux sous forme des méandres qui touchent la basse des versants. En plus que ça, dans le Loira, cette dynamique des versants donne une concentration des particules qui dépasse parfois les 500 grammes par litre qui a été enregistrée dans cette zone. Donc la dynamique la plus remarquée dans cette zone, c'est la dynamique des bords de vallée. Puisque la morphologie de l'Oued Ouargha montre un changement constamment du lit de l'Oued. Ce changement caractérise le signe morphologique général. Parce que l'Oued Ouargha et ses statuts constituent au niveau de la mort le facteur principal de l'évolution des formes morphologiques liées à l'hydrodynamique de l'Oued Ouargha. Comme c'est le cas dans cette image, qui montre le développement des badlands, une forme d'érosion très avancée et qui s'étale sur une superficie près au moins de 3 km. On a encore l'Oued Ouargha qui fait des méandres qui touchent généralement tout ce qui est superficie cultivable ou exploitable. Là, une image qui montre
le déclenchement de certaines formes d'érosion causées par les crues, surtout dans la rive nord de l'Ouadouara, où on remarque ici le déclenchement des sapements en berge en hiver 2011 avec un moyen de précipitation de 421 mm. Puis la progression de cet sapement de berge en 2012 avec un moyen de précipitation de 582 mm. Puis cette berge a fini par déclenchement d'un ravin très profond en hiver 2013 avec un moyen de précipitation de 613 mm. Et la destruction de l'arbre a provoqué le déclenchement d'un ravin qui a été très actif et qui a connu une augmentation dans sa forme, la longueur ou la largeur, et qui a été vraiment très actif. Les sapements des berges aussi dans le Houara se traduisent parfois dans certaines zones par des éboulements. Lorsque la base des versants est touchée par des cavités creusées par l'ouest, les versants se développent par plusieurs formes d'érosion, à savoir ici, on a des éboulements. De l'autre côté, on a la destruction de la base des versants par sapement qui a provoqué le développement des ravinements dans cette zone. Sinon, on montre toujours à cause de la dynamique de l'ouest causée par les crues, le développement des coulées boueuses dans certaines zones où les versants ont une pente moyenne. De l'autre côté, il y a l'éboulement qui est déclenché aussi par l'ouest. Donc, pour conclure, je dis que la morphologie de l'Ouadouara montre un changement constamment de l'île de l'Ouest qui caractérise la crise morphologique générale, surtout pendant les périodes des inondations. Cette situation est liée en grande partie à la nature des roches et à l'existence des pentes raides et aux conditions climatiques. Merci. Je tiens seulement à signaler que j'ai éliminé toute une partie des recommandations, rien que pour respecter le temps. 14 minutes. merci cher professeur. أكدت الأستاذة منذ البداية في مداخلتها على أن الفيضانات بالمنطقة مرتبطة أساسا بالتساقطات. فالنظام الهيدرولوجي للواد المعني بالأمر هو نظام أساسا مطري يعني مرتبط أساسا بالأمطار، مع وجود بطبيعة الحال صخارة أغلبها غير جافات مما سبب ويسبب في ارتفاع التعريب المنطقة. فبعد تقديم المجال من الناحية الطبيعية وضحت بشكل جيد أن الانحدارات يعني لعبت دورا مهما في الدينامية التي يعرفها بطبيعة الحال هذا الحوض، وأكدت بأن هناك تداخل عدد كبير من المعطيات سواء الطبيعية أو البشرية، من ضمنها مثلا مورفولوجيات الحوض، الظروف البيومناخية، ثم العوامل البشرية من أساليب تهيئة وطرق استغلال المجال والإنتاج الفلاحي. وقد وضحت بعد ذلك في آخر مداخلتها تأثير هذه الفيضانات على مختلف التجهيزات بالمنطقة بما في ذلك البنية التحتية وعلى الوسط أيضا البيئي للمنطقة بالرفع من وتيرة التعرية والانزلاقات والحمولات الصلبة المرتفعة في النار، موضحة ذلك بطبيعة الحال بمجموعة من الصور التي كانت بيداغوجية. فشكرا للأستاذة. ننتقل إلى المداخلة الموالية، وأظن أنها الأستاذ الأستاذ القديري القادر، فليتفضل مشكورا.
Alors, je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir cédé la parole. Le présent travail a pour ambition de mettre en évidence la variabilité temporelle des précipitations et de préciser son impact sur les ressources hydriques souterraines dans la région de Meknès. Alors, les objectifs fixés par cette étude résident dans le fait de rechercher la tendance des précipitations. Le premier objectif consiste à rechercher la tendance des précipitations pour la période d'observation considérée, à savoir 1969 et 2016. Le deuxième objectif consiste à caractériser la variabilité pluviométrique temporelle et de préciser son impact sur les ressources hydriques souterraines. Et finalement, le quatrième objectif consiste à délimiter les stratégies gouvernementales préconisées pour la gestion des eaux souterraines et l'adaptation au changement climatique dans la région. Alors, les données utilisées dans cette étude proviennent de la direction provinciale de l'agriculture de Meknès et couvrent une période de 47 ans, 1969 et 2016. L'approche méthodologique s'appuie sur l'analyse statistique des données, pluviométriques bien sûr, de la station météorologique de Meknès et l'application des indices statistiques de sécheresse. Et finalement, bien sûr, l'utilisation des données piézométriques concernant les nappes aquifères de la région d'étude. Alors, le secteur d'étude appartient à la région de Fès-Meknès et correspond au territoire préfectoral de Meknès, qui couvre une superficie de 1786 km². Alors le territoire d'étude s'inscrit dans un relief de plateau, le plateau du Seyss, avec des altitudes avoisinant 550 mètres. Du point de vue géologique, le milieu d'étude fait partie du bassin miocène de Fès-Meknès, dans lequel sont déposées les marnes tortoniennes surmontées par des dépôts plio-quaternaires. Alors, des points de vue hydrogéologiques, il y a lieu de distinguer la nappe phréatique superficielle qui siège dans les formations, les dépôts plio-quaternaires. D'abord, il y a également la nappe profonde qui siège dans les calcaires dolomitiques du Lias.
Alors, les deux nappes aquifères sont séparées par une couche marneuse d'âge pliocène. D'âge miocène, pardon. Le climat régnant est un climat méditerranéen semi-aride avec des précipitations annuelles qui varient entre 400 et 600 mm. C'est un climat semi-aride. Alors, la préfecture de Meknès abrite une population essentiellement urbaine avec un pourcentage qui dépasse les 80% par rapport au milieu rural, c'est-à-dire par rapport à la population rurale, qui ne dépasse pas les 20%. Alors pour l'étude de la variabilité temporelle des précipitations, nous avons calculé dans un premier temps les paramètres statistiques, à savoir la moyenne qui affiche une valeur de 557,9, c'est-à-dire pour la période d'observation considérée. Nous avons calculé également l'écart type de la même période et le coefficient de variation qui est assez élevé, qui dénote une variabilité assez importante interannuelle, bien sûr. Alors de cette figure, deux observations essentielles se dégagent. Une variabilité interannuelle des précipitations bien claire, bien nette sur la figure, hein, et une fluctuation annuelle, interannuelle des précipitations, une variabilité interannuelle. La deuxième remarque, c'est cette tendance à la baisse bien illustrée par la courbe de tendance. Une tendance à la baisse des précipitations durant ces dernières décennies, depuis les années 80, depuis 1980 du siècle dernier. Alors à l'échelle mensuelle, et sous l'effet de la variabilité des précipitations, la station de Meknès connaît une période pluvieuse qui s'étend sur 8 mois, d'octobre à mai. Donc une période pour la période étudiée. Une période favorable à l'infiltration des eaux et par conséquent à la recharge des nappes souterraines. Alors pour l'étude de la variabilité interannuelle des précipitations, nous avons appliqué l'indice pluviométrique de Nicholson, hein, qui permet cet indice de distinguer les années sèches et les années humides. Il permet également de différencier, de suivre l'alternance des périodes climatiques, c'est-à-dire les périodes sèches et les périodes humides, est tellement clair sur la figure. La période sèche et la période humide, une alternance de périodes climatiques, d'après l'indice pluviométrique de Nicholson. D'après le rapport à la normale des précipitations, les années excédentaires sont majoritaires sur la figure, pour la période considérée bien sûr. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les totaux annuels sont en dessous de la normale, en dessous de 100%. Pour l'indice de pluviosité à la station de Meknès, toujours pour la même période, cet indice confirme la tendance à la sécheresse durant cette période, à la station de Meknès. Il confirme également la diminution des précipitations
dans la région de Meknès. Alors, de cette figure, on déduit le pourcentage des années sèches qui représente 55% d'observation durant la période étudiée par rapport aux années humides, 45%. Alors, l'impact de la variabilité pluviométrique sur les ressources en eau souterraines. Tous les indices statistiques affichent une tendance à la sécheresse pour la période d'observation considérée. Donc, une diminution des précipitations. De ce fait, l'infiltration des eaux de pluie et la recharge des nappes souterraines s'effectuent principalement durant la période pluvieuse que j'ai expliquée tout à l'heure, c'est-à-dire qui s'étend du mois d'octobre au mois de mai. Alors l'impact de la variabilité pluviométrique présente plusieurs aspects. Le premier c'est cette diminution de la recharge des nappes. Le premier impact. Le deuxième, c'est la surexploration des eaux souterraines. Bien sûr, c'est la réponse à cette diminution, cette baisse annuelle et mensuelle des précipitations. Un troisième impact qui est celui d'un déficit hydrique de la nappe de Fès-Meknès qui affiche 100 millions de mètres cubes par an d'après les mesures de l'agence hydraulique du bassin hydraulique du SBU, données de 2015. Alors, comme la conséquence à ce déficit, il y a une baisse du niveau piézométrique des réserves hydriques souterraines dans la région de Meknès, bien sûr. Alors, les stratégies gouvernementales préconisées pour la gestion des eaux souterraines et l'adaptation au changement climatique. Le premier projet gouvernemental consiste à sensibiliser les agriculteurs à une meilleure utilisation des ressources en eau souterraines. Je tiens à préciser que les projets adoptés par le gouvernement sont pris en charge par l'agence du bassin hydraulique de SBU. C'est elle qui se charge de l'exécution sur le terrain. Alors, le deuxième projet consiste à réduire la surexploration des eaux souterraines par le transfert d'eau de surface à partir du barrage de Mendès qui est en cours de construction dans la région de Sfran, en travers un adducteur qui renvoie au barrage qui transfère de l'eau à partir du barrage de l'Oued Mdez, dans la région des Sfran, vers le bassin du Cès. Alors, dans le but de réduire la pression sur les eaux souterraines. Ça, c'est un projet très intéressant. Il y a également un objectif qui consiste à atténuer le déficit hydrique de la nappe de Fès-Meknès, suite au problème de la variabilité pluviométrique dans la région. Alors, cette carte illustre parfaitement le projet de transfert d'eau à partir du barrage de Mdès. Il y a le transfert d'eau vers le bassin du Cès ou le bassin de Fès-Meknès à travers un adducteur. Un adducteur, c'est lui qui prend en charge le transfert d'eau vers le bassin du Cès, à partir bien sûr du barrage de Mdès. C'est une stratégie adoptée par l'État pour atténuer
l'effet des changements climatiques. Alors, les principaux objectifs du projet, ils consistent d'abord à recharger la nappe phréatique, ça c'est le premier objectif. Le deuxième consiste à irriguer les terres agricoles du Seis, dans le bassin du Seis. Et bien sûr, le troisième objectif consiste à généraliser l'accès à l'eau potable. La troisième stratégie, le troisième programme, le troisième projet intervient comme un moyen. Ça c'est très important. D'accord. Le contrat de la nappe de Fès-Meknès intervient comme un moyen d'adaptation au changement climatique et d'atténuer le niveau du changement climatique. Alors, les objectifs du contrat: rééquilibrer le bilan de la nappe, restaurer les débits des sources et impliquer l'ensemble des parties concernées dans la région de Fès-Meknès et assurer bien sûr les besoins en eau. Alors pour la conclusion, les principales conclusions de cette étude. L'étude a mis en évidence une variabilité temporelle des précipitations caractérisée par une alternance des périodes humides, normales et sèches. L'analyse statistique des données pluviométriques a montré l'existence d'une tendance à la diminution des précipitations. La variabilité, c'est la troisième conclusion, la variabilité pluviométrique temporelle se traduit dans la région par un abaissement du niveau pluviométrique. Les stratégies gouvernementales, bien sûr, visent en gros à réduire la surexploitation des ressources hydriques. C'est l'objectif final. Merci de votre attention. Merci بروفيسور قديري. يهدف عمل الأستاذ إلى توضيح التباينات المطرية وتأثيرها على الموارد المائية الباطنية بالمنطقة، منطقة مكناس. فبعد تقديم المنطقة سواء من الناحية الطبيعية، جغرافيا، جيولوجيا ومناخيا، ومن ناحية أيضا البشرية، قام الأستاذ بتوضيح هذه التباينات، مؤكدا بأهمية هذه التباينات على الصعيد السنوي من خلال الفترة الممتدة ما بين 1969 و 1970 و 2015 2016، وأكد بطبيعة الحال على هذه التباينات على مستوى الصعيد السنوي والشهري، وأن أهم فترات الجفة مرتبطة أساسا ب السنوات التي حددها انطلاقا من معامل نيكولسون، مؤكدا أن انخفاض هذه التساقطات في هذه خاصة في هذه الفترة الأخيرة سببت في تواجد حوالي 55% من السنوات يعني الرطبة يعني التي تفوق المعدل، و45% من السنوات 55% من السنوات الجافة، و45% من السنوات المطيرة. وبطبيعة الحال كان لهذا الجفاف سببا، وكان هذا الجفاف سببا في انخفاض مستوى الفرشة الباطنية بمنطقة السيس، وأيضا في الاستنزاف الغير عقلاني لمختلف الموارد المائية بالمنطقة. قد ختم مداخلته بجرد مختلف الاستراتيجيات الحكومية معتمدة من طرف الهيئات المختصة، أهمها تخفيف بطبيعة الحال من الضغط على الفرشة الباطنية، وأيضا المشروع المعروف حاليا وهو تحويل مياه سد مندز بالأطلس المتوسط إلى هذه المنطقة من أجل سد الحاجيات السقوية الأساسية، وأيضا يعني ترك الفرصة للفرشة الباطنية باستعادة وضعها السابق. فشكرا للأستاذ
واطلبوا من المداخله. أظن سنبدأ في مناقشة أستاذ قراط. Est-ce qu'on donne une pause ou là? Est-ce qu'on fait une pause il y a 5-10 minutes? واحد الوقفة ديال 15 دقائق ولا بالكم نستمر بعد ذلك.